Imagine. Tu entres dans une pièce où règne un silence absolu et glacé. Devant toi, un corps gît sans vie. Tout le monde pense que l'affaire est déjà terminée. Mais en réalité, le mort va bientôt parler. Depuis toujours, on croit qu'un cadavre ne peut plus jamais rien raconter. Pourtant, chaque blessure, chaque os cassé, chaque goutte de sang cache une histoire troublante. C'est un mardi ordinaire à Paris lorsqu'une voisine inquiète appelle immédiatement les secours. Victor Marchand, 68 ans, n'a pas du tout répondu à ses appels depuis 2 jours entiers. Les policiers enfoncent la porte de son petit appartement du 10e étage. À l'intérieur, tout est calme. Trop calme. Puis il le voit enfin. Allongé sur son lit, les yeux fermés. Il semble dormir paisiblement. Les policiers inspectent les lieux avec attention. Aucune trace d'effraction nulle part. Les portes et fenêtres sont bien fermées de l'intérieur. Rien ne semble avoir été volé. Sur la table de nuit, un verre d'eau à moitié vide. Sur le sol, quelques poussières ordinaires. L'équipe suppose rapidement une mort naturelle. Victor vivait seul depuis le décès de sa femme. Son avancée en âge rend cette explication crédible. Le rapport d'observation préliminaire est déjà écrit. Mort naturelle provoquée probablement par une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Trop courant pour une enquête approfondie. L'affaire semble classée avant même d'avoir vraiment commencé. Les policiers, pressés par les dossiers qui s'accumulent, sont soulagés. Pas de crime apparent. Pas de criminel à retrouver. Pas d'enquête laborieuse. Victor Marchand sera incinéré, et voilà tout. Le corps de Victor est placé dans une housse mortuaire grise et froid. Les brancardiers le transportent vers l'ambulance avec des gestes professionnels mais détachés. Direction la morgue centrale de Paris. Là-bas attend le docteur Laurent, médecin légiste de renom avec 30 années d'expérience. Il n'imagine pas que ce jour ordinaire va devenir l'un des plus importants de sa carrière professionnelle extraordinaire. Docteur. Laurent observe le corps de Victor sous la lumière froide de la salle d'autopsie. Son équipe prépare les instruments chirurgicaux. Scalpel. Pince. Éclairage supplémentaire. Tout est stérile, organisé, méthodique. Le médecin commence par l'examen externe habituel. Il scrute chaque centimètre de la peau. Ses yeux exercés ne ratent aucun détail. Puis soudain, il s'arrête. Il vient de remarquer quelque chose d'anormal, quelque chose de très anormal. Sur l'épaule gauche de Victor, près de la clavicule, une minuscule blessure. À peine plus grande qu'un grain de raisin. Tellement discrète que les policiers l'avaient totalement ignorée lors de leur inspection sommaire. Mais le docteur Laurent, lui, ne raterait jamais une telle chose. Sa loupe révèle encore plus de détails. Cette blessure n'est pas arrivée par chance. Elle a été provoquée délibérément par quelqu'un. Le cœur du docteur Laurent s'accélère légèrement. Il prélève un échantillon de tissu autour de la plaie. Sous le microscope, c'est confirmé. Il y a des signes évidents d'inflammation. Du sang s'était accumulé autour de la blessure. Cela signifie une chose cruciale, Victor était vivant quand cette plaie a été infligée. Pas après sa mort. Pas accidentellement. Quelqu'un avait blessé cet homme volontairement et intentionnellement. Docteur. Laurent procède maintenant à l'autopsie complète avec une attention redoublée. Chaque organe est examiné méticuleusement. Chaque vaisseau sanguin est étudié. Son assistant prend des notes détaillées. Les poumons de Victor révèlent une légère congestion. Son cœur présente des anomalies. Son foie montre des signes d'une vieille cicatrice. Mais rien qui expliquerait sa mort d'une façon naturelle et ordinaire. La cause du décès reste mystérieuse. Sur l'examen du thorax, une légère ecchymose apparaît. Presque invisible à l'œil nu. Mais le docteur Laurent sait que les ecchymoses ne mentent jamais. Elles racontent toujours la vérité. Cette ecchymose indique un coup reçu avant la mort. Un coup violent. Pas très fort pour laisser beaucoup de marques extérieures. Mais suffisamment puissant pour causer des dégâts internes importants. Quelqu'un avait frappé Victor. Plusieurs fois probablement. Le docteur Laurent examine la direction et la trajectoire de la blessure à l'épaule. Basé sur l'angle d'insertion, le type de lésion, la forme de la plaie, tout indique un objet pointu. Un couteau peut-être. Ou une aiguille. L'attaque venait de haut vers le bas. Du côté droit de l'agresseur. L'assaillant n'était probablement pas gaucher. Il était de taille moyenne ou grande. Cela devient de plus en plus clair. Aucun accident ne pourrait expliquer cette blessure. Aucune chute. Aucune collision. Aucun événement banal du quotidien. Non. Cette blessure porte les marques caractéristiques d'une agression volontaire et préméditée.
Le docteur Laurent est maintenant absolument certain. Victor Marchand n'est pas décédé de cause naturelle. Il a été tué. Assassiné. Quelqu'un avait pénétré dans son appartement et l'avait attaqué. L'enquête vient de prendre une tournure radicalement différente. Les prélèvements sanguins sont envoyés au laboratoire pour analyse toxicologique complète. Docteur. Laurent veut savoir si Victor avait consommé de l'alcool, des drogues, du poison. Quelque chose qui aurait pu l'assommer ou le paralyser avant l'attaque. Les résultats arrivent 48 heures plus tard. Rien. Aucune substance anormale. Victor était sobre. Alerte. Il aurait donc vu son attaquant. Il aurait pu le reconnaître. La température du corps au moment de la découverte était cruciale. Docteur. Laurent avait consulté ses notes méticuleuses. La température rectale était de 19 degrés à l'arrivée à la morgue. Basé sur cela et les autres marqueurs de décomposition, la mort était survenue au moins 36 à 48 heures avant la découverte. Donc entre le dimanche et lundi. Pas mardi comme les policiers l'avaient supposé. Cette différence temporelle était énorme. Elle changeait tout. Si Victor était mort dimanche ou lundi soir, alors ce jeudi après-midi, pendant les appels de la voisine, le meurtrier était déjà loin. Très loin. Pas jeudi matin. Pas samedi. Dimanche ou lundi. C'était la clé. Le docteur Laurent établit un rapport détaillé et appelle immédiatement l'inspecteur Rousseau à la police judiciaire centrale. Inspecteur Rousseau écoute avec attention croissante. Deux histoires complètement différentes émergent. Selon la police, mort naturelle jeudi après-midi. Selon le docteur Laurent, assassinat dimanche ou lundi soir. Ces deux récits sont incompatibles. L'une doit être fausse. Mais laquelle? Et pourquoi la scène du crime avait été aussi bien rangée? Pourquoi aucune trace visible? Pourquoi aucun indice apparent? Quelqu'un avait voulu camoufler un meurtre. Docteur. Laurent et inspecteur Rousseau échafaudent ensemble un scénario probable. Victor accueille quelqu'un dimanche ou lundi soir. Quelqu'un qu'il connaissait. Quelqu'un en qui il avait confiance. Cette personne l'attaque. L'agression est courte mais efficace. Une blessure à l'épaule. Des coups au torse. Peut-être quelque chose dans la gorge? Non. Pas ça. Victor s'effondre. Meurt rapidement. L'attaquant arrange la scène pour imiter une mort naturelle. Les enquêteurs retournent à l'appartement de Victor avec un regard nouveau. Cette fois, ils ne cherchent pas une mort accidentelle. Ils cherchent un crime. Les yeux scrutent chaque détail. Chaque ombre. Chaque poussière. Chaque objet légèrement déplacé. Combien d'objets dans cette pièce ne sont pas à leur place naturelle? Quels indices subtils a-t-on ignorés en pensant qu'il s'agissait d'une mort naturelle ordinaire et prévisible? Avec des yeux neufs, tout change. La chambre n'est pas aussi ordinaire qu'on l'avait pensé. Un cadre photo sur la commode est tourné vers le mur. Le tiroir de la table de nuit est légèrement ouvert. Sur le sol du salon, une trace circulaire dans la poussière. Comme si quelque chose y avait stationné avant d'être retiré. Les policiers photographient tout. Documentent tout. Envoient des photos au laboratoire. Le verre d'eau sur la table de nuit devient suspect maintenant. Pourquoi était-il plein à moitié? Avait-il été rempli dimanche soir? Ou jeudi après-midi quand on a découvert le corps? Peut-être contenait-il un poison? Peut-être du cyanure? Les enquêteurs le prennent en tant que preuve. Analyse plus tard confirmerait ou réfuterait cette hypothèse. Rien n'est trop petit. Rien n'est sans importance quand on cherche la vérité. Dans le salon, une chaise près du bureau de Victor est tournée bizarrement. Elle fait face à la fenêtre, pas à la table. Que faisait quelqu'un en étant assis sur cette chaise en regardant par la fenêtre? Attendait-il quelque chose? Attendait-il que Victor entre? Ou l'observait-il? Guettait-il ses mouvements? Cette chaise raconte une histoire silencieuse mais éloquente de patient et sombre attente. Sur le cadre de la porte d'entrée, une légère égratignure. Du bois frais est exposé. Très léger. Presque imperceptible. Cela indique qu'une clé avait été forcée dans la serrure. Peut-être plusieurs fois. Pendant que Victor dormait? Où était-il éveillé? Sur le sol du salon, des fibres étrangères. Bleu marine foncé. Du coton peut-être. Ou du dénime. Venant des vêtements de l'attaquant? Tous les indices sont rassemblés. Lentement, les pièces du puzzle se mettent en place. Un récit criminel émerge de la poussière et du silence. Victor connaissait son attaquant. Il l'avait laissé entrer. Ils avaient peut-être discuté.
partager un moment ensemble. Puis soudainement, l'agression. Viscérale. Violente. Déterminée. L'attaquant n'était pas un cambrioleur. C'était quelqu'un avec un motif personnel. Une vengeance? Un héritage? Une dispute passée? La réponse se cache quelque part. Le crime avait été presque parfait. Presque. L'attaquant avait arrangé la scène pour simuler une mort naturelle. Il n'y avait pas de lutte apparente. Pas de sang spectaculaire. Pas d'objets cassés. Tout semblait paisible. Tranquille. La mort elle-même semble paisible quand on la regarde ainsi. Mais le docteur Laurent avait vu au-delà. Son expertise, son expérience, son œil attentif avaient dévoilé ce qui paraissait caché pour toujours. Les enquêteurs trouvent rapidement le suspect principal. Gérard Fontaine, 65 ans, ancien ami intime de Victor. Ils s'étaient connus depuis 50 ans. Mais récemment, une dispute concernant un héritage avait les séparés. Gérard prétendait que Victor lui devait de l'argent. Une grosse somme. Environ 80 000 euros. Victor refusait de payer. Les tensions montaient. Gérard revendique un alibi pour dimanche et lundi, prétendant avoir été chez sa sœur. La sœur de Gérard confirme son alibi. Mais quelque chose dérange inspecteur Rousseau. Elle demande un prélèvement ADN de Gérard. Les fibres trouvées à l'appartement de Victor sont testées. Les résultats arrivent une semaine plus tard. Correspondance parfaite. Les fibres venaient des vêtements de Gérard. Lui-même avait été présent dans l'appartement. Son alibi s'effondre. Son histoire s'écroule. La preuve biologique ne ment jamais. Gérard Fontaine est arrêté au petit matin. Face à la preuve ADN irréfutable, son alibi inventé, et à la reconstitution détaillée du crime par docteur Laurent, il cède finalement. Il avoue. Oui, il était allé voir Victor dimanche soir. Oui, il avait voulu qu'ils règlent leurs différends. Oui, cela avait mal tourné. Dans un moment de rage, il l'avait frappé. Une seule fois, avait-il dit. C'était assez. Aujourd'hui, Gérard Fontaine purge une peine de 20 ans d'emprisonnement. Victor Marchand est devenu une statistique, une affaire résolue grâce aux compétences extraordinaires du docteur Laurent. C'est pour cela que les médecins légistes disent souvent que les morts parlent. Pas avec des mots ordinaires, mais avec les preuves incontestables qu'ils laissent derrière eux. Sans leur travail crucial, de nombreux criminels seraient libres.